regarde Paul, on ne voit pas seulement un jeune homme talentueux. On voit une histoire. Une histoire de détermination, de sacrifice et de rêves qui se heurtent à la réalité. Ce combat du 10 janvier, c'est bien plus qu'un simple affrontement. C'est sa dernière danse en amateur. Et pour moi, c'est l'aboutissement d'un parcours que j'ai eu le privilège d'accompagner depuis ses tout débuts. Je me présente, je m'appelle Alexandre. Bon, tout le monde m'appelle Alex. Je suis le manager et l'agent de Paul. À la jeunesse de notre rencontre, Paul, c'est un petit mec qui venait s'entraîner avec nous à la NR Fight au district lorsqu'on faisait des sparring avant. Et on s'est rencontrés un jour de sparring où on s'est complètement allumé la gueule, pour être un peu trivial. Et à la fin du round, on a discuté comme deux partenaires d'entraînement qui avaient pris du plaisir à faire un bon sparring. Et je sais pas pourquoi, mais je l'ai senti un petit peu frustré, un petit peu... On s'est mis à discuter. Et il m'a dit, ouais, tu sais, je vis chez mon oncle, mais c'est compliqué, je dois essayer de trouver quelque chose. Je sais pas trop où dormir. Je dis, pardon, comment ça, t'as pas trop où dormir? Il me dit, ouais, j'ai pas envie de l'embêter, tu sais, toujours, moi, j'ai envie de déranger personne, je vais faire en sorte de me débrouiller, quoi. Sauf que pour lui, se débrouiller, ça veut dire dormir dans sa voiture, tu vois. Je lui dis, il y a une place chez moi, ça peut faire un peu bizarre dit comme ça, mais je lui ai dit, viens dormir à la maison, tu seras toujours mieux chez moi que dans une bagnole, quoi. Il m'a dit, ok. Moi, je vous dis la vérité, je pensais pas qu'il allait me dire oui. Je pensais pas qu'il allait me dire oui. Et je me dis, putain, merde, le con, il m'a dit oui, quand même. Et 3 jours après, je lui avais laissé les clés quelque part et il est venu dormir chez moi. Savoir une relation professionnelle. Bah oui, mais à l'époque, c'était pas Paul Denat, c'était Paul Denis Navarro. Il avait une petite chaîne YouTube où il y avait 2000 abonnés, où il faisait le con. Il s'entraînait déjà dur, il revenait d'Irlande. Il avait déjà un background de sport de combat, mais c'était pas le Paul Denat qu'on connaît actuellement. C'était un petit gars des réseaux qui essayait de faire son trou, quoi. Paul a grandi à Rennes, une ville tranquille, loin des projecteurs. C'est là-bas qu'il a découvert les sports de combat. Mais c'était loin d'être un talent inné. Aujourd'hui, on est à Rennes. Rennes, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la ville natale de Paul. C'est là où tout a commencé pour lui. Il a grandi ici, sa maman vit ici, son papa vit ici, sa sœur également vit ici. Donc c'est vraiment le berceau de Paul. Il a dû travailler encore et encore et encore pour arriver là où il est aujourd'hui. Et ce travail, ça a commencé entouré de sa famille et de ses premiers coachs. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. Là, en l'occurrence, c'était les arts martiaux. Il a toujours aimé ça depuis tout petit. Ça a toujours été son truc. Voilà. Il a de la chance de pouvoir vivre de sa passion. Donc c'est une putain de chance, quoi. Doué, je sais pas. Facile en tout. Voilà. Facile en tout. Donc, si tu veux, même au niveau des études, il se concentrait 20 minutes sur un devoir de maths ou sur un devoir de physique, c'était bâché. Philo, c'était pareil. Et puis après, c'est essentiellement sur le sport. Moi, je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il était très bon au sport. Et au lycée, il avait en fait des notes hyper bonnes en natation. Dans tous les sports, il était hyper bien noté. Les commentaires étaient dithyrambiques. Paul est parti quand il avait 18 ans avec sa petite valise ou sa grosse valise à Dublin, dans un pays qu'on ne connaissait pas, même si c'est que Dublin. Donc l'objectif vendu au départ, c'était d'être bilingue et voilà. Mais rapidement, ça a été de faire du MMA, de combattre dans la même salle que McGregor. Moi, je me souviens surtout de quand il est parti en Irlande. C'était quand même un grand virage dans sa vie, quoi. Son rêve, c'était d'aller sur les traces de Conor. Vers 4 ans, mon père m'a mis au judo. J'ai commencé par les sports de combat comme ça, les arts martiaux plutôt, Après, j'ai fait du pied-point pendant de l'aïkido, en fait, un sport coréen pendant 9 ans. Et après, quand j'avais 17 ans, j'ai découvert le MMA via McGregor sa biographie, en fait, son film biographique. Ça m'a vraiment impressionné, l'histoire, en fait, le fait qu'on voit dans un film son ascension du début à la fin avec des vraies images. C'est pas une fiction avec des images recomposées, donc c'était vraiment impressionnant. Donc, je me suis dit que je voulais faire ça. Donc, je me suis lancé dans le MMA. Il n'y avait pas beaucoup de MMA à Rennes, dans ma ville natale. Donc je suis parti en Irlande m'entraîner quand j'avais eu 18 ans. J'ai fait une année sabbatique. Après, je me suis dépatouillé pour trouver des combats en revenant à Paris. Pour moi, petite provinciale,
qui imaginait une vie plus classique. Pour Paul, c'était compliqué et en même temps, avec le recul, j'ai l'impression que depuis toujours, il avait envie de partir et de faire quelque chose. Donc il fallait qu'il le fasse. Dublin, c'était pas loin, c'était pas la Thaïlande. Donc voilà, après, l'environnement était dur, rough, comme ils disent. Donc c'est vrai que c'était pas simple de ma vision, toujours, pour un enfant de 18 ans. Mais tu sais que Paul, il est endurant et dur au mal. Il s'est donné les moyens pour y arriver. Il a mangé de la vache maigre, hein, quand même. Il en a chié comme tout le monde. Mes parents voulaient que je fasse des études, ma mère voulait que je sois ingénieur, voilà. Moi j'ai dit que je voulais faire des sports de combat, c'était complètement insensé pour eux. Tu pouvais pas en vivre ou alors être, dans leur tête, c'était une grosse brute et voilà, vivre des sports de combat, c'était pas le faire à la manière dont je le fais aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça. Il y a plein de choses qu'il a accomplies aujourd'hui, dont il parlait quand on était petit, quand notamment il a regardé le film de Conor McGregor, des maintes et maintes fois il m'en a parlé, et il me disait moi aussi je veux faire ça. Tu sais très bien que quand ton fils il part dans une carrière comme ça, il y aura des joies, des peines, des blessures. Il y avait eu auparavant, la toute première fois, quand il était parti, qu'il est revenu avec son œil amoché à l'hôpital, il est revenu. Sur du plancher de l'hôpital, là. Ouais. Et qu'après, il décide de repartir. Et puis il dit je vais faire les championnats de France, soit je suis champion de France, soit j'arrête. Et puis je me souviens, je crois que c'était la veille, non, peut-être pas la veille, je sais plus, mais peu avant le championnat de France, j'avais dit est-ce que tu as un plan B? C'est quoi ton plan B? Il m'avait dit mais il n'y a pas de plan B. Je sais que si je veux faire quelque chose, je vais me donner à 100% pour y arriver, ça c'est certain. Mais après oui, c'est sûr que c'est pas simple aussi pour les parents de voir leur enfant combattre en MMA dans une cage où tout peut t'arriver, tu peux tomber KO, avoir une grosse blessure, c'est sûr que c'est pas rassurant. Bon, ils ont compris qu'il fallait mieux qu'ils se rangent de mon côté pour me supporter dans mes motivations, dans mon activité. C'est un gros bosseur, il se donne les moyens et puis quand tu te donnes les moyens, en général, tu réussis. Il n'y a pas photo. Hein. Regarde tous les grands sportifs. Les mecs, c'est du boulot, de l'entraînement, du boulot. Quand Paul s'est lancé dans la MMA, c'était pas connu, c'était pas légalisé. Bien sûr. Donc quand on me demandait ce que faisaient mes enfants, dans une vie quotidienne, on te demande souvent ça. Je disais, mon fils fait du sport de haut niveau. On me demandait quoi? Je disais, MMA, quoi? C'est quoi le MMA? En tout cas, je pense que ce qui est aussi transpiré, c'est que la famille a une grosse confiance en toi. Et derrière, quand tu as eu ce projet d'aller en Irlande et de marcher sur les traces de Conor McGregor, il y a eu très peu d'hésitation de leur part. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils ont un peu accepté le destin en se disant, de toute façon, c'est ce qu'il veut, personne ne pourra l'empêcher de faire ça. C'est très marrant dit comme ça, je sais pas ce qui a été dit. Et moi, je vais te dire que c'est complètement faux. Moi, j'étais tout seul dans mon délire. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai ma famille qui me soutient et qui est aimante, c'est génial. Mais pendant très longtemps, j'étais tout seul dans mon délire, il y avait personne qui me supportait. Ce combat, Paul, ça fait des mois qu'il le prépare. Chaque coup, chaque chute, chaque moment de doute compte. Ici, à l'US Métro, il s'entoure de partenaires qui le poussent à ses limites. Ce n'est pas seulement une question de technique ou de force, c'est une question de mental. Il ne faut jamais lâcher. Tout donner, jusqu'au bout. Directement après mon combat du 14 septembre dernier, j'ai enchaîné directement le dimanche, je me suis entraîné. J'ai pas arrêté depuis à m'entraîner. On s'est préparé vraiment dur. Je m'appelle Johnny Frachet, j'étais combattant professionnel de MMA, j'ai fait pas mal de combats amateurs avant, puis j'ai combattu dans plein d'autres disciplines, grappling, boxe thaï, lutte, etc., etc. Je suis ceinture noire de lutte à livrer chez Flavio Peroba et maintenant je suis head coach au sein de l'US Métro Biseau. On s'est préparé vraiment dur. J'ai mon coach de lutte ici qui me faisait des préparations physiques de lutteur. On a mis en place des sparring de petites preuves de profil lutteur pour bien préparer dans la cage. Je m'appelle Taylor Lapillus, combattant de MMA. Je trouve que c'est les combattants nouvelle génération qui touchent un petit peu à tout, qui sont aussi bien bons sur les phases de striking que sur les phases de lutte. Quand moi je travaille, je suis vraiment concentré, mon cerveau il est dédié à 100% à ça. Bon après évidemment t'es obligé de travailler dur, je travaille dur. Je sais pas si je travaille le plus, mais en tout cas j'essaie de travailler quand j'y suis, je travaille vraiment c'est de la qualité. Mon travail est qualitatif, quantitatif et aussi très, très intelligent. C'est-à-dire que j'essaie vraiment il y a je sais pas, si je prépare un combat, il y a des moves qui vont être inutiles pour un certain type de profil. Par contre je vais travailler ceux qui vont être vraiment utiles, des situations qui peuvent subvenir dans le combat. Je m'appelle Hugo Antoine Vidal,
Je suis originaire du sud-ouest, donc dans le Pays Basque, à Bayonne. Et je m'entraîne depuis un peu plus d'1 an ici à l'US Métro à Paris, sous l'égide de Johnny Frachet et Diego. Donc je suis combattant de MMA amateur. Et j'ai un palmarès de 18 victoires pour 6 défaites. J'ai un peu plus de 25 combats. Et il y a beaucoup de rigueur dans son travail. Il n'hésite pas à faire les efforts supplémentaires que très peu ne font pas. Et à côté de ça, il a vraiment un côté humain, personnalité qui se dédouble. C'était vraiment un jeu d'échecs. C'est la bataille navale et les jeux d'échecs avec des coups de poing en plus. Ça va être super. Franchement, c'est top. J'ai hâte. Paul, il se prépare super bien. Il s'entraîne tous les jours. Ça fait un moment qu'il se prépare. Ça fera 3 mois de préparation. On a pris tous les lutteurs qu'on pouvait trouver. On a pris des strikers. On adapte de tout le temps. Il est entouré, il sera prêt, quoi. Écoute, moi c'est Morgan Charrière, qui est Morgan Chapa, combattant UFC. Paul le combattant, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il est assez déterminé. À l'entraînement, il est quand même pas mal concentré. On a plusieurs, on va dire, équipes sur le tapis. Tu vois les pros, les amateurs, les amateurs plus, amateurs moins. Tu vois, il y a une petite hiérarchie. Tout le monde tourne ensemble et tout, mais tu peux voir que t'en as qui sont un peu moins concentrés que d'autres, qui ont un peu moins, peut-être d'objectifs sur le long terme ou qui sont juste là pour venir s'entraîner. Paul, il est vraiment concentré sur ses entraînements. Tu sens quand il vient, voilà, il veut progresser. Il va se mettre en galère, il va tourner avec des gens un peu plus forts, il va tester des trucs. Non, Paul le combattant, c'est quelqu'un qui essaye et qui s'entraîne et qui ne cherche pas d'excuses. En fait, c'est ça qu'il faut bosser. Donc, faut être intelligent, essayer d'analyser, d'avoir une propre analyse sur soi-même, essayer de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai mal fait là, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je pourrais améliorer. J'ai envie de... En fait, il y a tellement de compartiments dans la MMA que faut vraiment faire la distinction entre chaque partie pour les améliorer les unes après les autres. Donc voilà, faut travailler dur, intelligemment et avec de la qualité. Il faut être vraiment focus quand on fait une tâche. On s'est préparé dur. C'est pas encore fini, on a encore 1 mois pour se préparer. Et on va bien se préparer, on va faire le taf. C'est du talent et ce qui me facilite, c'est que c'est un travailleur. Je demande, il le fait. J'ai pas besoin de négocier, j'ai pas besoin de... C'est ça en fait. Alan, c'est le premier de la classe. Si tu te fixes des objectifs, tu vas te lever tous les matins, tu vas aller t'entraîner, les soirs pareil. Tu n'auras pas à réfléchir, oh, j'y vais pas, non. Tu vas y aller de toi-même. Mais la plus grande bataille, elle ne se passe pas dans la cage. Elle se passe dans sa tête. Entre la pression des réseaux sociaux, les attentes des fans et la peur de l'échec, Paul porte un poids immense. Et pourtant, il avance, toujours, en quête de son rêve. Je suis assez distant en vrai, sur les commentaires des gens, sur ce qu'ils disent. Je sais, en fait, j'ai compris assez vite que tu allais toujours avoir des critiques dans tous les cas. Donc, en fait, faut avancer, faire ce qui te plaît, ce que tu trouves qualitatif. Après, c'est sûr, je trouve ça plus agréable quand j'ai des retours positifs sur une vidéo, que les gens sont satisfaits d'un combat. Faut pas écouter forcément tout ce que les gens disent et lire tous les commentaires. La plupart des gens qui commentent des choses négatives font beaucoup moins que ce que toi, t'essaies de faire. Donc, faut pas forcément écouter. Après, faut avoir une oreille ouverte. Toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Il faut écouter ce que les gens ont à dire, mais si c'est que du négatif et c'est fait que pour te descendre, c'est pas forcément utile. Donc je le gère correctement. Après, je suis bien entouré avec Alex aussi, qui lui fait vraiment tampon sur beaucoup de choses pour que moi j'ai l'esprit assez clair pour pouvoir m'entraîner correctement. Mais voilà, d'où l'importance de l'entourage. Un Paul, je pense que c'est ce qui... ça doit lui créer un challenge. Ça se voit que c'est quelqu'un qui aime relever des défis et je pense que c'est rajouter un petit peu d'épices en plus à ce qui se passe dans sa tête, cette petite soupe qui est propre à lui, rajouter un petit peu d'épices avec cette pression que peut engendrer les réseaux, etc., etc. C'est beaucoup de pression, de charge. C'est de la charge mentale en vrai. Et des fois, c'est un peu de la pression qui peut être positive comme qui peut être négative. Donc ça peut te pousser à te dépasser, à t'entraîner vraiment, parce que tu sais qu'il y a des gens qui comptent un peu sur toi, enfin, qui veulent te voir gagner, qui vont regarder tes vidéos, comme d'autres qui veulent que tu perdes, parce que forcément, tu deviens un peu un personnage public, un peu du divertissement. Donc ça te met une pression. Pour moi, être sur une plateforme comme le Zénith de Paris pour un combat amateur, ça montre quelque chose en fait. Ça montre, que le côté amateur est suivi, mais surtout
on donne de l'expérience aux combattants parce qu'une fois que la carrière amateur s'arrête, ils recommencent à zéro. Donc c'est de l'expérience qu'ils vont avoir pour leur future carrière pro MMA. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire toutes les sensations que je vais avoir dans la cage, tous les souvenirs que j'ai de ma carrière amateur vont me servir pour demain. La pression peut être plus du côté de Paul, mais Paul il a développé cette forme où il s'alimente de cette pression et il en tire le meilleur parce que finalement Paul, depuis qu'il est connu, il y a tout le monde qui veut le soutenir d'une part, mais il y a aussi énormément de gens qui veulent le voir perdre, faut pas se leurrer. Et je pense que cette pression, il en est très très bien conscient et c'est pour ça qu'il se donne énormément les moyens, comme lui-même le dit, de faire le meilleur à chaque fois. Si tu cadres pas, ça peut entraîner un petit peu des situations difficiles, voire un peu de chaos même dans la salle et tout ça. Et surtout, ça doit pas être la priorité les réseaux sociaux, ça doit être les résultats. La valeur réelle doit être supérieure à la valeur perçue, c'est ce que je dis aux élèves. Et à côté de ça, on rajoute les réseaux sociaux, mais d'abord la valeur réelle. Déjà en France, je pense qu'il faut qu'on apprenne à perdre. En fait, le problème c'est que, entre guillemets, on a trop regardé ce sport via les exceptions, les Khabib, les John Jones, etc. Et si tu regardes 95% des combattants à l'UFC ou autres en professionnel, ils ont déjà perdu et ça se passe très bien après des défaites parfois et il se passe plein d'autres choses. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à perdre. Je pense qu'il faut apprendre à relativiser la défaite. Et moi, personnellement, je pense que la défaite, elle serait plus coûteuse à Paul parce que les gens, ils vont tout de suite dire « Ah, surcoté, truc, il mérite pas ci, ça, 500 abonnés, 1000 alors qu'il a perdu, machin. » On a du mal à imaginer que, tu vois, lors d'un affrontement dans la cage, on peut aller chercher la finalisation et même si on va la chercher derrière, pouvoir rester amis. Comment, du coup, cet affrontement que vous avez eu dernièrement avec Paul, comment toi tu l'as appréhendé personnellement, l'avant, le pendant et ensuite l'après, comment vous avez pu reconstruire, ou est-ce que même il y a eu besoin de reconstruire une amitié après ça, quoi? Alors c'est vrai que c'est assez complexe parce qu'on s'est retrouvés du coup une première fois au championnat du monde où on était vraiment sur des tableaux opposés. Donc si on pouvait se rencontrer, ça serait qu'en finale. Donc ça s'est pas fait parce qu'on a été éliminés chacun de notre côté avant. Et du coup, aux Europes, vu qu'on sait qu'on a à peu près le même style de vie, on sait qu'on se couche aux mêmes horaires, qu'on n'a pas un qui est fou, l'autre qui est calme pour pas déranger par binôme en chambre, on s'était mis ensemble. Et tout allait bien, on regarde les tirages et on voit qu'on est dans la même branche mais qu'on peut se rencontrer qu'en demi-finale. Donc l'objectif premier, c'est déjà gagner ton combat de demain, passer étape par étape, donc on se motive chacun, on fait nos game plans, c'est bon enfant, c'est rigolade. Et il arrive le moment où chacun gagne ses combats et c'est inévitable qu'on se retrouve. Parce qu'on est dans la même chambre, on se dit vas-y, bah écoute, viens on se couche tôt. Il n'y a pas, ouais frérot, c'était bien, on s'est dit vas-y on reste focus. Viens on se couche tôt ce soir et on voit. Et en fait quand on s'est posé le soir, on a appelé nos coachs. Du coup, parce que Johnny, qui est notre coach à l'US Métro, qui est notre coach référent en équipe de France, n'était pas là malheureusement. Donc on l'a appelé avec le staff de l'équipe de France qu'on avait sur place. Moi, je leur avais dit de ne pas faire un combat au KO. Mais ils ne voulaient pas à ce niveau-là, donc ils ont pris la responsabilité, je les ai laissés, c'est des combattants. Peut-être j'aurais dû interdire et tout, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Ensuite, il est remonté, il a recombattu, tout ça. Changé son style, il a fait pas mal, améliorer et peaufiner son jeu sur les hexagones, sur différentes éditions, notamment son dernier combat qui s'est soldé par un KO très très tôt. Donc voilà, c'est un parcours atypique parce que avec une forte exposition, un combattant youtubeur qui arrive à manier les deux de front de manière moderne, efficace et évolutive. Parce qu'on voulait faire un combat à la touche à la base. Sauf que ça peut en avantager l'un et pas l'autre en fonction de s'il y a un striker, un grappleur ou ce qu'il comptait faire entre guillemets. Donc après on s'est dit ok on fait un combat mais grappling. Mais du coup grappling forcément ça va pas en avantager un et pas l'autre. Et après on s'est dit viens on fait un combat mais on cherche pas la mise hors combat entre guillemets. Mais on s'est dit si j'envoie un jab, que toi t'envoies un jab plus fort, que lui renvoie un jab plus fort, c'est l'échelle entre guillemets de la dégringolade. Donc on s'est dit écoute, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on s'affrontait. C'est la 4e fois. Et c'est pas comme si c'était il y a 5 ans les dernières fois, on s'est affronté 4 fois dans la même saison. Donc on s'est dit, écoute, on fait comme les autres fois, on y va à 100%, ça veut dire qu'on se respecte mutuellement. On le fait, que le meilleur gagne. Et Johnny nous a dit, juste la chose que je vous demande, c'est soit vous en laissez passer un ou l'autre, mais les deux on est des compétiteurs, ou soit alors si vous combattez, vous faites à 100%, mais je veux que vous soyez potes à la fin du combat. On a dit ça, il n'y a pas de problème. On sait ce que c'est. On s'est dit, c'est comme un mercredi, ici on a les mercredis, c'est sparring, test match, c'est 3x3. On fait et à la fin, que le meilleur gagne. Et du coup, on fait le combat. Et premier round très équilibré, on se touche les deux, nanana, il essaie de m'amener au sol, je me relève. C'est vraiment un combat engagé et stratégique.
Et en fait, je suis vraiment dans ma bulle où je sais que j'ai pas le droit à l'erreur parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très fort et qui est dur. Donc je me dis, si je suis pas à 100% de mes capacités, je peux me faire éteindre. Donc je suis vraiment focus et lui, il était également. Et il y a ce coup qui touche. Et moi, je suis vraiment dans ma bulle. Ça veut dire que je n'ai pas le réflexe de me dire « Ah, c'est Paul, c'est mon pote, c'est ci, c'est ça ». Je suis vraiment focus dans ma bulle. Et je touche, et j'ai même pas la notion de... Je suis vraiment instinctif. Mais c'est comme mon style de combat, je suis un peu bagarreur, organisé ou moins organisé en fonction des combats, mais je suis vraiment instinctif. Et du coup, je mets le down, je frappe en grand impound, et c'est là où l'arbitre arrête, et là, je réalise fin du combat, je redescends en stress, et c'est pour ça que je ne célèbre pas du tout. J'ai aucune raison de célébrer parce que c'est mon pote. Je suis content d'aller à la finale, ouais, les champions d'Europe, c'est super cool. Mais il y a cette question d'humilité aussi où je respecte mon adversaire et d'autant plus si c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie. On n'a pas eu de nouvelles de Paul juste après. Désolée, ça m'émeut un peu. Je l'ai pas très bien vécu en vrai. Parce que comme je disais, j'ai l'impression que c'est un peu moi qui le vis de... Genre son chaos... Genre le voir pas bien au sol et tout... Compliqué. Donc vraiment là je me suis posé et après on a parlé au check médical. Lui, après ce combat-là, il s'est un peu renfermé sur lui-même. Il a eu cette phase où c'était pas de la dépression, mais c'était une remise en question sur lui, sur ses entraînements. Est-ce qu'il en faisait trop, pas assez? Est-ce qu'il profitait assez de la vie? Est-ce qu'il était trop focus sur l'entraînement? Je l'ai pas très bien vécu, mais je sais que c'est le sport, ça peut arriver. Voilà. Un épisode sur lequel j'aimerais revenir, c'est une demi-finale au championnat d'Europe face à un d'abord rival, puis ami, puis adversaire, la personne d'Hugo Vidal. On en a un petit peu parlé avec Hugo. Un membre de ta famille, notamment ta soeur, est revenu là-dessus et c'était un moment très fort aussi. La défaite a fait très mal. Très mal. Non seulement ça fait mal de perdre, mais de perdre dans ces circonstances, c'est très douloureux. Les relations, en général, je m'en sors pas trop mal. J'arrive plutôt bien à gérer mon entourage, les gens que je côtoie. J'ai une facilité à communiquer avec les gens. J'ai pas de problème à dire les choses. Mais avec Vidal, je sais que c'est une bonne personne. Je pouvais pas lui en vouloir parce que j'aurais fait pareil. On s'était dit que, bah voilà, nous, on faisait pas un match de grappling, on faisait du MMA, donc on allait se taper dessus. Et il a cogné plus fort. Et voilà, il a gagné. Ça m'a fait très mal au cœur, mais c'est les règles du sport. Et donc pendant un temps, j'ai voulu garder mes distances un petit peu parce que c'était compliqué de le faire revenir dans mon cercle proche tout de suite. J'avais un peu du mal, il fallait que je digère un peu la défaite. Et après, j'ai compris que, avec l'aide de mon coach Johnny, j'ai compris qu'il était vraiment bien intentionné, que c'était vraiment une bonne personne. Parfois, c'est compliqué ma situation, comme je fais des vidéos sur les réseaux, je sais pas, il y a certaines personnes, hein, je sais pas parfois s'ils sont là pour me gratter quoi que ce soit, pour je sais pas quoi. Je sais pas s'ils sont voilà, je sais pas s'ils sont bien intentionnés, s'ils sont authentiques. Donc voilà, une fois que j'ai discuté avec Johnny, il m'a rassuré, il m'a dit que c'était vraiment un bon gars, même si je le savais. Mais moi, j'avais besoin de l'entendre et de le digérer, donc pendant plusieurs mois. Et voilà, et puis après, c'est revenu au fil du temps. Petit à petit, on a discuté, et puis voilà, moi j'ai un ego évidemment en tant que combattant, mais je sais le mettre de côté et puis voilà, je sais que c'est du sport. Et moi j'ai cru au début qu'il m'en voulait à moi. Et en fait il m'a dit non, c'est pas contre toi, c'est juste que je suis un compétiteur et je voulais être champion d'Europe. Et je t'en veux pas à toi parce que toi t'as fait ton boulot comme moi je l'aurais fait. Mais ça s'est passé. Il y a eu cette phase entre guillemets où c'était un peu froid, mais sans que ça le soit parce que c'était juste lui qui s'était de solitude, ouais, de se recentrer. Et après ça, on s'est revus au club, on a rigolé, tout ça. Et après, un jour, comme ça, il m'a appelé en plein été. Il m'a dit « Ouais, tu fais quoi ?» Je dis « Rien, je suis dans le sud chez mes parents. Et toi ?» Il me dit « Ça te dérange si je viens chez toi quelques jours ?» Je dis « Non, avec grand plaisir, tu viens. » Il me dit « T'es là, tu veux venir quand ?» Il me dit « Je suis là dans 3 heures, c'est bon. » Et je dis bah, « Vas-y, viens. » Et c'est vraiment, pour le coup, l'histoire est vraiment comme ça, l'anecdote. C'est qu'il est venu, ouais, 3 heures après, il était à la maison et on a passé une semaine à kiffer, passer des bons moments. On a fait des futsal, on est allé à la plage, on a surfé, on a s'entraîné, partir courir. J'aime bien. Tu sais, pendant des semaines, des mois, tu t'entraînes dur, tu t'imagines. Tu vois des scènes dans ta tête. Là, quand ça devient réalité, c'est bien. Tu vois que ça prend forme réellement. C'est cool. Le 10 janvier, ce ne sera pas qu'un combat.
ce sera une opposition de style, mais de style de vie aussi. Alan Landouzi est un adversaire redoutable, mais Paul a ce feu intérieur, cette rage de prouver qu'il est prêt pour le prochain niveau. Ce face-off à RMC, c'était électrique. Et ce n'est rien comparé à ce qui les attend dans la cage. C'est un énorme combat amateur et il y a plusieurs symboliques. Et je pense que c'est Paul Denat qui vraiment accepte le plus gros challenge sportif qu'on peut lui proposer en termes de MMA amateur, à savoir celui qui, en termes de dynamique, selon moi, est le numéro 1 français. Donc je pense aussi que ça va faire taire pas mal de détracteurs. Et pour Alan Landouzi, c'est l'occasion de se faire plus connaître, de profiter du rayonnement de Paul Denat et de se faire connaître auprès du grand public français. Donc c'est un très très gros fight avec deux styles très différents, deux identités différentes parce que Alan Landouzi, c'est un peu, il a ce côté du Nord un petit peu froid, très sérieux, très concentré. Paul, c'est aussi tout l'entrepreneur qu'on connaît, c'est le combattant, mais c'est aussi ce gars qui est capable de super discours, de super contenu, etc. Donc j'aime bien parce que c'est un combat qui est plein de contrastes avec deux énormes talents qu'on espère voir dans le futur monde professionnel français. Alan Landouzi contre Paul Denat montre un aspect très significatif du MMA en France, c'est-à-dire c'est juste le meilleur combat amateur possible. J'essaie d'être un combattant complet, vraiment complet. Je veux savoir tout faire avec un bon entourage qui applique une stratégie, qui s'y tient. Je veux être un combattant intelligent qui part pas à la guerre pour aller à la guerre. J'ai pas envie d'être à 40 ans de plus avoir de neurones. Voilà, je veux garder ma tête. Je veux gagner mes combats, mais je suis prêt à tout donner dans la cage. Paul, c'est un combattant déjà qui a des grosses qualités physiques, d'explosivité et même de motricité, de mobilité, etc. De coordination et tout. Maintenant, c'est encore un combattant, il est loin de son prime. Hein. Loin de son prime. Je l'appréhende comment ? Je l'appréhende bien. On se prépare comme il faut pour l'affronter. Moi, je me vois totalement annuler son striking. On travaille ça fait quelques mois. Mais franchement, je pense qu'on va faire le taf, ça c'est sûr. On a un style totalement différent tous les deux. Moi, je suis plus basé sur la lutte, le sol, tout ça. Lui est plus sur le pied-point, il est gaucher, je suis droitier. Du coup, on a rien à voir. Lui, il y a l'US Métro, il y a de quoi faire. Niveau sparring, tout ça, il peut bien se préparer. Et on va montrer que même d'où on vient, on peut faire la différence. La compréhension du MMA, le fait de savoir retomber sur ses jambes. Quand je dis retomber sur ses jambes, c'est on a des soucis sur certains trucs, on va savoir réajuster derrière. Moi, je vais travailler derrière en amont, on va mettre ça en place, il va comprendre. On va savoir réajuster, que ce soit même dans la cage. Plusieurs fois, on a réajusté en plein round. Il comprend assez vite. Après, il est puissant, ça nous aide. Il est fort puissant. Il a un cardio illimité, ça nous aide. Voilà, c'est plein de choses comme ça. La lutte, c'est plus naturellement, vu que je suis dedans depuis mes 4 ans et demi, 5 ans. J'ai tout le temps fait ça. J'ai fait de la compétition, tout ça. Il y a quelques années, on a transigé ma lutte pour le MMA. On a arrêté de faire de la lutte pour faire de la lutte. Du coup, c'est ça qui fait ma force. Et du coup, ça marche à tous mes combats. On va rester sur ça et on va montrer que la lutte, elle fait la différence. Ses forces, écoute, c'est solide quand même, tu vois, c'est un bon adversaire. Moi, je vais pas te mentir, ça fait un moment que je le voulais. À la nuit, il le prend parce qu'il veut tout en prendre plus haut. Parce que c'est lui le meilleur, moi aussi, je le sais. Tu vois. On veut toujours prendre plus haut. Pour moi, c'était vraiment un gars que je voulais, surtout pour l'opposition de style. C'est un bon striker avec un bon timing, une bonne gestion. Il travaille bien, il travaille propre. C'est l'opposition de style. Moi, je veux mettre Alan dans le mal. C'est ça mon but réel. Je refuse pas de challenge. Je suis pas du genre mec qui croit que parce que je fais des vidéos, je fuis les défis et je viens choisir mes adversaires. Alors que pas du tout. Vraiment, je prends tous les challenges qui viennent. Effectivement, ce combattant-là, ça va être un gros challenge. C'est un très bon adversaire. Je vais pas mentir, mais il y en a plus beaucoup qui acceptent Alan. Lui, il a accepté. Donc en soi, ça va. On va pas. C'est tout à son honneur. Et je sais très bien que c'est pas facile d'accepter Alan. Ça reste un combat comme un autre. Après, la hype, c'est sûr, elle sera plus grosse, vu que Paul, il y a sa hype. Mais pour moi, une fois qu'on est dans la cage, c'est 1 contre 1, il n'y a pas de public. Tout ça, on fait abstraction et ce sera lui contre moi. Et c'est tout. J'ai pas de saveur particulière pour ce combat.
Pour moi, c'est tous les combattants que j'affronte, ils veulent, pour moi, ils veulent me découper, ils veulent m'afficher devant tout le monde, ils veulent me prendre ce que j'ai construit. Donc ça change pas tellement grand chose. Je suis dans la même mentalité pour chaque combat, honnêtement. Pour moi, chaque combat, c'est le plus important. Chaque combat carré, c'est le plus important. Donc je sais que je donne mon maximum, je me donne au mieux à chaque entraînement, à chaque camp d'entraînement. Donc il n'a pas de saveur particulière. Voilà, c'est un gros défi, un gros challenge, un gros combat qui arrive. Et il a la même saveur que les autres, c'est-à-dire tout donner pour aller gagner, quoi. Je sais que Paul est en préparation physique, mentale, et je sais qu'il est focus. Focus, c'est pas qu'un terme, c'est pas qu'un 20 mots. Tu le penses prêt pour passer dans le monde professionnel aujourd'hui, Paul? Moi, je suis pas décisionnaire sur ça. J'essaie de laisser, je conseille et j'accompagne. Mais je laisse les combattants choisir. Je veux qu'ils aient leur libre arbitre. Même si je passe on demande un certain nombre de combats et un certain pourcentage de victoires et de finish. Du coup, ça permet que les gens qui sortent de l'US Métro, qui passent en pro, aient un bon niveau. C'est un peu dur, il y en a qui s'en vont parce que c'est dur à vivre ce genre de critères. Mais pour nous, c'est important parce que ça sécurise et ils peuvent savoir très vite s'ils sont faits pour ça ou pas. Donc pour le cas de Paul, je pense qu'il a plus le format. Au bout d'un moment, là, il a passé le format tournoi. Et il doit sur le format professionnel et je pense que ça lui va bien parce qu'il a besoin de temps pour se préparer. Il a aussi les réseaux sociaux, tout le côté un peu exposition qui va avec. Et du coup, les deux montent ensemble, la préparation et le following, un petit peu le suivi et l'engagement des gens qui le suivent sur les réseaux sociaux pour arriver à un truc, à chaque combat, un produit différent. Donc je pense qu'il a tout pour être professionnel. Et l'athlète, est-ce que tu le sens prêt? Toi qui côtoies énormément de professionnels, est-ce que l'athlète en tant que tel, tu te dis il est prêt ou non pour le monde professionnel? Est-ce qu'il a le choix? S'il fait le choix de passer en professionnel, est-ce qu'il a le choix d'être prêt? On va rajouter des 5 minutes et on va rajouter les genoux et les coudes, on va peaufiner son jeu et il doit apprendre. On peut faire on peut essayer de faire le scénario le plus parfait, mais il n'y a jamais de scénario parfait parce qu'on parle d'humains et donc en fait ils ont des envies, des attentes, des moments où ils vont être à leur top de leur capacité, etc., qui vont changer. Parce qu'en fonction de chaque personne, chaque individualité, donc là, il est prêt, ouais. Là, il est prêt, et puis on va l'accompagner et c'est à lui d'aller écrire son destin à travers le combat, quoi. C'est comme tous les combattants. Moi, je dis un finish, t'es KO. T'es KO. T'as pas dit de la part de qui? Ça me fait peur. Ah, de la part de Alan, bien sûr. De la part de qui? Moi, je vois un étranglement arrière au 3e round. Ce documentaire, ce n'est pas une simple histoire sur un combat. C'est une histoire sur un jeune homme qui refuse de laisser les doutes, les critiques ou même ses propres peurs dicter son avenir. Ce 10 janvier, peu importe le résultat, Paul aura prouvé qu'il est prêt. Et ça, c'est le début de quelque chose de bien plus grand. Croyez-moi.